À Noël, mon père a ricané, pourquoi est-ce qu'une personne inutile est encore ici? J'ai pris une dernière bouchée de bûche et je suis parti. 2 semaines plus tard, mon frère a appelé. Pourquoi mon loyer a-t-il été refusé? J'ai dit, tu sais quoi? Je m'appelle Camille Dubois, et la dernière vraie conversation que j'ai jamais eue avec ma famille a commencé autour d'une assiette de dinde rôtie. C'était Noël, une soirée que les gens aiment qualifier de chaleureuse et réconfortante. Mais la mienne s'est fissurée avec une seule phrase qui a fendu la pièce en deux. Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, m'a regardé avec un ricanement, comme si j'étais une étrangère qui était entrée par erreur, et a dit, « Pourquoi est-ce qu'une personne inutile est seulement ici ?» Pendant un instant, personne n'a respiré. Pas moi. Pas les membres de la famille qui fixaient leurs assiettes, prétendant ne pas l'avoir entendu. Ce genre de silence ne protège personne. Il vous indique simplement où est exactement votre place. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas demandé ce que j'avais fait pour mériter cela. J'ai simplement pris une autre bouchée de bûche, je me suis levé, et je suis sorti pendant que la pièce restait figée derrière moi. 2 semaines plus tard, tout ce qu'il pensait contrôler s'est brisé en deux. Mon frère a appelé en premier, la panique suintant à travers le téléphone de la même manière que le manque de respect avait l'habitude de perler de sa voix. Pourquoi mon loyer a-t-il été refusé, a-t-il exigé? C'était presque drôle de voir à quelle vitesse les gens deviennent désespérés quand le puits qu'ils ont vidé finit par s'assécher. Mais la vérité est que cet appel téléphonique n'était pas le début du chaos. C'était juste le premier moment où l'un d'entre eux a réalisé que je n'allais plus jouer mon ancien rôle. Quelque chose avait changé tranquillement, nettement, bien avant cela. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Si vous voulez entendre comment Noël est devenu le moment où j'ai finalement cessé d'être leur paillasson, abonnez-vous et restez avec moi. Vous allez vouloir en entendre chaque seconde. Le changement n'a pas commencé à Noël. Il a commencé 4 ans plus tôt, par un après-midi tranquille, lorsque j'ai signé les papiers de vente pour le duplex pour lequel j'avais économisé depuis le milieu de ma vingtaine. Je me souviens m'être senti fier. Assez fier pour croire que je construisais enfin quelque chose de stable pour moi-même. Je n'avais aucune idée que la décision d'offrir mon aide deviendrait la chose même qui m'épuiserait pendant des années. À l'époque, tout semblait simple. Je possédais l'endroit. Je pouvais vivre dans une unité et louer l'autre à quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pouce. Cela paraissait généreux, gérable, presque responsable. Et quand mon frère, Étienne Dubois, a appelé en disant que lui et sa petite amie avaient besoin d'un endroit où rester juste le temps que les choses se tassent, je n'ai pas hésité. Je pensais faire quelque chose de gentil. Je pensais que la famille l'apprécierait. Je me suis trompé. Dès le moment où Étienne et Chloé ont emménagé dans l'unité du bas, l'énergie dans la maison a changé. Ils traitaient l'espace comme si le mot « loyer » ne s'appliquait pas à eux. Et j'ai essayé de justifier leur comportement bien plus longtemps que je n'aurais dû. Au début, c'était de petites choses, des promesses de payer la semaine suivante, des poubelles laissées débordantes, l'ignorance des responsabilités de base. Je me disais qu'ils étaient stressés, qu'ils essayaient de se remettre sur pied, qu'ils s'adaptaient encore. J'ai laissé les excuses me réduire au silence de la même manière que j'ai laissé des années d'attente familiale façonner mes réactions. On m'avait élevé pour éviter les conflits, pour arranger les choses, pour être celle qui absorbe tout parce que, tu es assez forte, Camille. Mais la force n'est pas la même chose que la tolérance. Et la tolérance n'est pas la même chose que le respect. Je l'ai appris lentement. Au fil des mois devenus des années, leur présence s'est infiltrée dans tous les recoins de ma vie. Je travaillais à temps plein, je payais le crédit immobilier, je gérais les factures, je gérais les réparations, je gérais tout ce qui accompagnait la possession d'une propriété. Pendant ce temps, Étienne passait d'un emploi à l'autre, insistant toujours sur le fait qu'il était sur le point de décrocher quelque chose, tandis que Chloé flottait entre les boutiques en ligne et les rêves d'influenceuses qui ne se sont jamais matérialisés en autre chose que des colis s'empilant à la porte. Ils agissaient comme si le duplex leur était dû, comme s'il avait été construit à partir de rien pour leur confort. Chaque fois que je suggérais une structure ou des limites, ils m'écartaient d'un ton qui disait que mes préoccupations étaient des inconvénients, pas des réalités. Le pire était la manière naturelle avec laquelle ils se sentaient en droit de tout avoir. Étienne me rappelait que la famille se soutient mutuellement, mais son idée du soutien ne coulait que dans une seule direction. Chloé avait une façon de sourire poliment tandis que ses yeux me parcouraient avec le même jugement que l'on porte à un vendeur de magasin que l'on ne prévoit pas de reconnaître à nouveau. Il ne me voyait pas comme une sœur ou une propriétaire, mais comme une ressource, quelque chose de fiable, de prévisible, de facile sur quoi s'appuyer.
Et je les ai laissés faire pendant longtemps. Je me suis laissé croire que c'était temporaire, que la gratitude finirait par apparaître, que le poids que je portais s'allégerait d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas arrivé. La vérité, c'est que je me suis mise à rapetisser dans ma propre maison. J'ai commencé à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit, car je ne voulais pas déclencher un autre commentaire passif-agressif sur mes attentes. J'ai arrêté d'inviter des amis parce que Chloé se plaignait que c'était trop bruyant. J'ai géré seul les problèmes d'entretien qu'il causait parce qu'Étienne insistait que c'était trop de travail après une longue journée, même les jours où il ne travaillait pas du tout. Et chaque fois que je réparais tranquillement quelque chose ou que je sacrifiais silencieusement un peu plus de moi-même, je sentais un petit morceau de ressentiment s'installer plus profondément en moi, creusant sa place comme l'eau creuse la pierre. En y repensant, la version de moi qui tolérait tout cela me semble presque méconnaissable. Je suis devenu la personne qui restait silencieuse pendant que les autres profitaient, simplement parce que c'était plus facile que de me défendre. Et le plus triste, c'est que rien de tout cela ne les surprenait. Ils s'attendaient à mon silence. Ils en dépendaient. Mais quelque chose a changé, subtilement au début. De la manière dont une fine fissure se forme avant qu'un mur ne s'effondre. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une prise de conscience, une nouvelle compréhension que la vie que je menais n'était pas durable. Et les personnes qui en bénéficiaient n'avaient aucune intention de changer. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence ils me faisaient sentir petite, à quel point ils contribuaient rarement, à quel point ils supposaient que je plierais avant même qu'ils n'aient à le faire. La prise de conscience n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, constante et patiente. Et une fois qu'elle s'installe, elle ne part pas. Elle attend simplement le moment où vous décidez enfin de faire quelque chose avec. Ce moment approchait. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Au moment où la 3e année s'est fondue dans la 4e, le poids de tout ce que j'avais porté s'était si lourdement abattu sur mes épaules que prétendre que c'était normal semblait ridicule. Quelque chose en moi s'est finalement solidifié. Ce n'était pas de la colère, pas du genre qui explose vers l'extérieur, mais une clarté calme, presque clinique. Je me souviens être assise à ma petite table de cuisine, regardant mon budget et réalisant que je dépensais plus pour entretenir le duplex que je n'économisais pour moi-même. Ce n'était pas durable, ni financièrement ni émotionnellement. Et l'idée que je sacrifiais mon propre avenir pour protéger le confort de 2 personnes qui ne me respectaient pas m'a semblé soudainement, indéniablement absurde. Alors, j'ai pris une décision simple et raisonnable. J'ai rédigé un avis d'augmentation du loyer au prix du marché. Rien d'outrageant, rien de personnel, juste le montant que n'importe quel autre locataire du quartier aurait payé depuis le début. Je l'ai écrit calmement, sans trembler, sans culpabilité. Quand j'ai imprimé la lettre et l'ai placée dans une enveloppe, j'ai eu l'impression de récupérer une petite partie de moi-même que j'avais perdue quelque part en chemin. Je n'essayais pas de punir qui que ce soit. J'essayais d'arrêter de me punir moi-même. J'ai glissé l'enveloppe sous leur porte-tôt un matin avant de partir au travail. Il n'y a eu aucune cérémonie, aucune confrontation. Je ne suis pas resté pour entendre leur réaction, je n'ai anticipé ni gratitude ni indignation. Je suis simplement parti. Je me suis dit que quoi qu'il arrive ensuite, je le gérerai. La vérité est que j'ai sous-estimé la violence avec laquelle certaines personnes réagissent lorsque leur sentiment de droit est menacé. Plus tard ce soir-là, alors que je m'approchais des escaliers menant à mon unité, j'ai senti cette tension familière dans l'air, celle qui bourdonne avant une tempête. Je n'avais même pas encore rangé mes clés que j'ai entendu du mouvement en bas. Des pas lourds, rapides. Une porte s'est ouverte brusquement. La voix d'Étienne a enflé dans l'espace, assez tranchante pour fendre les cloisons sèches. Même sans entendre les mots, je savais quel était le sujet. Le ton seul disait tout. Incrédulité, insulte, une fierté blessée qui ne pouvait pas concevoir qu'on lui demande de me traiter avec le même respect qu'ils attendaient en retour. Je ne suis pas descendu. Je ne me suis pas engagé. Des années d'expérience m'avaient appris que me défendre ne faisait qu'alimenter la dynamique. Alors je suis resté dans mon unité et j'ai écouté l'indignation s'épaissir comme de la fumée. Les murs transportaient chaque vibration alors que la frustration d'Étienne devenait plus forte, plus erratique. Je pouvais le sentir faire les 100 pas, lançant des plaintes en l'air comme si l'univers lui devait des réponses. Et entrelacée à travers tout cela se trouvait la cadence plus aiguë, plus froide de Chloé, dédaigneuse, moqueuse, imprégnée de la même supériorité qu'elle arborait depuis le jour où elle avait emménagé. Même à travers le bruit, j'ai compris quelque chose d'important.
Leur réaction ne concernait pas l'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de perdre le contrôle sur la version de moi dont ils dépendaient. La sœur silencieuse, la douce, la ressource prévisible. Ils n'étaient pas en colère que le loyer augmente. Ils étaient en colère que j'ai osé m'affirmer. Pendant des heures, ils ont laissé leur frustration s'infiltrer dans le bâtiment, criant des accusations sur l'injustice de l'augmentation, sur le ridicule de mon comportement, sur le fait que je tournais le dos à la famille. À un moment, je me suis tenu à ma fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer, laissant leur voix me submerger sans en absorber un seul mot. L'ironie était presque risible. Je m'étais plié en quatre pour les accommoder pendant des années, et il ne leur était jamais venu à l'esprit de faire la moitié du chemin. Maintenant, confronté à une limite raisonnable, il la traitait comme une trahison. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle ce ressentiment s'est transformé en escalade. Le lendemain même, j'ai remarqué des portes qui claquaient, des piétinements délibérés, le genre de bruit mesquin que les gens font quand ils veulent être sûrs que vous sentiez leur présence dans chaque centimètre de votre espace. C'était enfantin, mais c'était aussi intentionnel. Je pouvais sentir leur hostilité s'aiguiser, se transformer en quelque chose de calculé, pas seulement de l'indignation, mais des représailles. Au lieu de me déstabiliser, cela a cristallisé quelque chose en moi. Le moment où j'ai réalisé que leur colère était stratégique plutôt qu'émotionnelle fut le moment où j'ai compris que ce n'était pas un conflit. C'était une déclaration. Ils choisissaient un camp et ils me mettaient au défi de choisir le mien. Je n'ai pas hésité. Le changement qui avait commencé discrètement s'est maintenant complètement enraciné. Je n'étais plus la version de moi-même dont ils se souvenaient, et bientôt ils apprendraient ce que cela signifiait. Les jours qui ont suivi semblaient étrangement calmes de mon côté du duplex, mais c'était le genre de calme qui n'apaise rien. C'était une pause qui portait un poids, comme si l'air lui-même savait que quelque chose changeait sous la surface. Je m'attendais à une résistance de la part d'Étienne et de Chloé lorsque l'augmentation de loyer entrerait en vigueur. Mais je n'étais pas préparé à la rapidité avec laquelle leur frustration se tordrait en quelque chose de plus acéré. J'aurais dû reconnaître les signes plus tôt, mais une partie de moi croyait encore qu'ils finiraient par se calmer et accepter la réalité. C'était un vœu pieux. La tempête n'était pas passée. Elle se rassemblait. Le premier indice est apparu dans l'endroit le plus ordinaire, un petit café à quelques rues de mon bureau, où je me suis arrêté pour prendre une boisson après une longue matinée. Je faisais la queue quand j'ai entendu deux personnes à une table voisine murmurer à voix basse, sur un ton de conspiration. Elles ne me connaissaient manifestement pas, mais les mots qu'elles ont prononcés m'ont frappé avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. Elles ont mentionné une histoire à propos d'une propriétaire avare qui vivait à l'étage et qui pressait sa propre famille pour de l'argent parce qu'elle ne pouvait pas gérer ses dépenses. La manière dont elles le disaient était désinvolte, presque amusée. La manière dont les gens colportent des ragots quand ils sont convaincus d'avoir raison. Mon nom n'a pas été prononcé, mais la description était sans équivoque. Il n'y avait qu'un seul duplex dans notre rue. Une seule propriétaire qui vivait au-dessus de ses locataires. Une seule situation à laquelle cette rumeur pouvait faire référence. J'ai senti mon estomac se serrer, non pas de honte, mais d'une prise de conscience troublante. Le récit qu'Étienne et Chloé avaient tissé à l'intérieur de notre maison s'était répandu au-delà. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils remodelaient activement l'histoire pour se faire passer pour des victimes. Et si des étrangers dans un café connaissaient suffisamment de détails pour en parler, alors Étienne et Chloé s'étaient donné beaucoup de mal pour me dépeindre comme la méchante. Je suis sorti sans rien commander, trop préoccupé pour remarquer l'air froid dehors ou le bruit des voitures qui passaient. Mes pensées étaient embrouillées, mais un fil continuait de se resserrer plus que les autres. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. Et une fois que vous voyez clairement l'intention, il devient impossible de ne plus la voir. Plus tard dans la nuit, alors que je pliais du linge dans mon salon, mon téléphone a vibré avec un message de mon amie Léa. Elle envoyait rarement autre chose que de brèves nouvelles, donc le long aperçu du message a immédiatement attiré mon attention. Quand je l'ai ouvert, le poids de la journée m'est tombé dessus entièrement. Elle avait envoyé des captures d'écran, plusieurs d'entre elles. Elle montrait les publications de Chloé sur plusieurs plateformes, chacune étant truffée de demi-vérités et d'exagérations qui transformaient mes actions en une caricature. Dans sa version des faits, je n'augmentais pas le loyer pour correspondre à la valeur du marché. Je les punissais, je profitais d'eux, j'agissais par dépit. Elle m'avait créé tout un personnage froide, autoritaire,
avide, et elle l'avait fait de manière si convaincante que les gens répondaient avec sympathie pour elle et indignation envers moi. J'ai regardé ces captures d'écran pendant un long moment, absorbant chaque détail déformé. J'ai été frappé par la facilité avec laquelle les gens peuvent réécrire la réalité lorsqu'ils se sentent acculés. Chloé ne se contentait pas de se défouler. Elle préparait le terrain. Et Étienne, avec son sentiment de grief exagéré, l'avait clairement soutenu. Ils n'essayaient pas de résoudre quoi que ce soit. Ils essayaient de justifier toute escalade à venir. Au lieu de la colère, une compréhension plus profonde s'est installée en moi. Ce n'était pas un conflit basé sur un malentendu. C'était un conflit basé sur le sentiment de droit. Ils croyaient qu'ils méritaient ce que je fournissais et que tout changement à cet arrangement était une attaque. Alors ils ont attaqué les premiers, utilisant la réputation comme arme. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas les mensonges. C'était à quel point cela leur semblait naturel. Comme si tordre la vérité était simplement une autre corvée qu'ils géraient lorsque la responsabilité devenait gênante. Ils ne se souciaient pas de la façon dont cela m'affectait. Ils ne se souciaient pas des conséquences. Ils ne se souciaient que de maintenir l'illusion qu'ils étaient victimes de mes limites. Debout là, mon téléphone à la main, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. S'ils étaient prêts à réécrire l'histoire si publiquement, alors je devais cesser de sous-estimer ce dont ils étaient capables en privé. La tension dans la maison n'était plus seulement émotionnelle. Elle était stratégique. Je n'avais pas affaire à du déni ou à de la frustration. J'avais affaire à de l'intention, du ressentiment et un sentiment croissant d'audace. Et une fois que l'audace prend racine chez des personnes qui se sentent en droit de tout avoir, elle ne s'arrête jamais d'elle-même. Il y a un moment, généralement petit et anodin, où vos instincts commencent à murmurer que quelque chose ne va pas. Le mien est arrivé un mardi soir ordinaire, assez calme pour que je l'ignore presque. Ce n'était pas de la peur ou de la suspicion, juste une prise de conscience subtile, du genre qui vous tiraille lorsque le monde autour de vous change d'une manière que vous n'avez pas encore pleinement vue. La tension venant d'Étienne et Chloé n'avait pas disparu. Elle avait simplement changé de forme. Et quand quelque chose change de forme, cela signifie généralement qu'il se prépare à bouger. Cette nuit-là, alors que j'étais assise à mon bureau en train de terminer des papiers, j'ai senti un léger bruit sourd quelque part dans le duplex. Il n'était pas inhabituel d'entendre du bruit. Il bougeait toujours. Mais le rythme de ce son était différent. Intentionnel, lent, mesuré. Pas les allées et venues chaotiques d'avant, mais quelque chose qui avait un but. J'ai fait une pause, écoutant attentivement, et j'ai réalisé que le malaise grandissait depuis des jours, s'installant dans les murs comme l'humidité s'installe dans le bois. Je savais qu'il ne fallait confronter personne directement. J'avais appris il y a des mois que la confrontation ne faisait qu'enflammer ce qui était déjà instable, et je n'étais pas intéressé par une autre explosion d'indignation déplacée. Mais ignorer le changement semblait tout aussi stupide. J'avais besoin de clarté, de quelque chose de concret. Et la clarté vient rarement des suppositions. Elle vient de l'observation. Le lendemain matin, avant de partir au travail, j'ai pris une décision qui semblait étrangement attendue. J'ai installé un ensemble de petites caméras de sécurité. Rien de complexe, juste assez pour surveiller les entrées extérieures, y compris l'escalier de secours qui longeait l'arrière du duplex. J'en ai placé une au-dessus de la porte principale, une autre face à la ruelle, et une troisième discrètement orientée vers le palier où les escaliers rejoignaient la plateforme. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Quand les gens se sentent acculés, ils essaient souvent de reprendre le pouvoir par l'action. Et Étienne, en particulier, avait une longue histoire de choix d'action imprudente plutôt que de la raison. Les caméras se fondaient dans le revêtement, discrètes et silencieuses. Même en fixant la dernière, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Ce n'était pas du réconfort exactement, mais un sentiment de stabilité, comme si j'avais enfin cessé d'attendre le prochain tournant imprévisible et que je commençais à m'y préparer. Je ne m'attendais pas à ce que les images révèlent quoi que ce soit immédiatement. Mais 2 nuits plus tard, bien après minuit, la première alerte est apparue sur mon téléphone. Une simple notification, mouvement détecté. J'étais à moitié endormi quand j'ai touché l'écran, m'attendant peut-être à un animal errant ou au vent. Mais ce qui est apparu à la place m'a arraché les dernières bribes de sommeil d'un seul souffle glacial. La caméra montrait Étienne en train de grimper à l'escalier de secours. Il se déplaçait avec une sorte d'énergie agitée, regardant par-dessus son épaule comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. Dans la faible lumière de la ruelle, ses mouvements semblaient frénétiques, presque nerveux.
Il a atteint le palier, a fait une pause, puis s'est accroupi près du cadre de la fenêtre de mon unité. Pendant un moment, il a simplement fixé la vitre. Puis il a sorti quelque chose de sa poche, un outil, peut-être une clé, quelque chose en métal, et a commencé à gratter le long de la surface de la garniture en bois. Le son ne m'est pas parvenu en temps réel, mais je pouvais voir l'intention dans ses actions. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la maladresse ou du bruit fait par irritation. C'était des dommages matériels. Délibérés et ciblés. Il est passé de la garniture au revêtement, traînant l'objet métallique en lignes erratiques qui coupaient la peinture. À un moment donné, il a frappé le cadre assez fort pour que je voie des éclats de bois tomber. J'ai regardé toute la scène se dérouler à travers un petit rectangle de lumière dans ma chambre sombre. Et à travers tout cela, aucune colère ne montait en moi, seulement une reconnaissance froide et silencieuse. Il ne se contentait pas de se déchaîner. Il passait à l'étape supérieure. Et il le faisait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Quand il est finalement redescendu par l'escalier de secours et a disparu dans l'ombre, j'ai revu les images 2 fois, assez lentement pour étudier chaque mouvement. La certitude qui s'était construite depuis des semaines s'est alors cristallisée. Il ne s'agissait plus de loyer, de ressentiment ou d'orgueil blessé. Il s'agissait d'intention. C'était une preuve, et la preuve a le don de tout changer. Alors que la vidéo tournait en boucle à nouveau, j'ai senti une stabilité monter en moi. Pas de peur, pas de choc, mais une sorte de résolution qui a calmé mon pouls. Pendant des années, j'avais vécu en réaction aux choix des autres. Mais maintenant, avec ces images entre mes mains, l'équilibre avait basculé. Étienne venait de me donner la vérité dans sa forme la plus claire, et je comptais bien l'utiliser. Il y a une immobilité particulière qui s'installe en vous lorsque la vérité atterrit enfin entre vos mains. Ce n'est pas du triomphe et ce n'est pas du soulagement. C'est quelque chose de plus calme, de plus aigu, une conscience que le moment vers lequel vous avez été poussé est enfin arrivé. C'est ce que j'ai ressenti le matin après avoir regardé les images. Le duplex était silencieux autour de moi, comme s'il attendait mon prochain mouvement. Mais dans ma poitrine, il n'y avait aucune hésitation. La preuve n'avait pas besoin d'interprétation. Elle avait besoin de direction. J'ai copié le clip de la caméra de sécurité, je l'ai coupé à la séquence exacte qui révélait tout, et je l'ai sauvegardé sans embellissement. Il n'y avait pas besoin d'exagération. La vérité était déjà plus forte que tout ce que j'aurais pu dire. Voir Étienne sur cet escalier de secours, endommageant une propriété pour laquelle il n'avait jamais payé un centime, exposait le sentiment de droit qui avait couvé sous chaque dispute, chaque accusation, chaque tentative manipulatrice de tordre la situation à son avantage. Et maintenant, c'était capturé, horodaté, indéniable. Le premier endroit où j'ai envoyé la vidéo fut la discussion de groupe de la famille. La même où j'avais été ignoré pendant des mois. La même où des commentaires passifs-agressifs avaient été échangés sous le couvert d'inquiétude. La même où j'avais été traité comme une étrangère dans ma propre maison. J'ai joint le clip, ajouté un court message en dessous, et j'ai appuyé sur envoyer. Il n'y avait aucun tremblement dans mes mains, aucun doute, seulement de la concentration. Les confirmations de lecture sont apparues presque instantanément, l'une après l'autre. Une pause a suivi, un long silence qui semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que j'avais endurée. Puis les messages ont commencé à arriver en rafales rapides, de longs paragraphes, des excuses frénétiques, des tentatives d'expliquer ce qu'ils venaient de voir. Je ne les ai pas ouverts. Je n'en avais pas besoin. Leur panique était prévisible, et pour la première fois, elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'ai transféré le même clip directement aux parents d'Étienne. Pas la version édulcorée, juste l'enregistrement brut. Les images étaient assez claires pour qu'il ne puisse y avoir aucune mauvaise interprétation. Leur fils grimpant dans le noir, détruisant une propriété sans hésitation. Je l'ai envoyé sans commentaire. La vérité parlait plus fort sans ma voix attachée. Leurs appels sont arrivés quelques minutes plus tard, l'un après l'autre, vibrant sur la table avec une urgence désespérée que je n'avais jamais entendue de leur part. J'ai laissé chaque appel sonner. J'ai regardé chaque notification de messagerie vocale apparaître et disparaître, non lue et non entendue. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. Pendant des années, ils avaient décidé quand je devais écouter, quand je devais plier, quand je devais rester silencieuse pour le bien de l'unité familiale. Ils ne méritaient plus mon attention maintenant. Quelques heures plus tard, un autre message m'est parvenu. Cette fois,
de quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille, l'employeur d'Étienne. D'une manière ou d'une autre, la vidéo leur était parvenue. Transférée par suffisamment de mains pour atterrir au seul endroit qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le message était direct, professionnel, impersonnel. Étienne était licencié, avec effet immédiat. Les images violaient les normes de conduite de l'entreprise. Il me souhaitait bonne chance. J'ai fixé l'écran un long moment, absorbant le poids de tout cela. Pas de la satisfaction, juste une confirmation. Les actions ont des conséquences. Et pour une fois, ces conséquences ne retombaient pas sur moi. Les retombées se sont propagées rapidement. Les amis de Chloé ont vu le clip ensuite, partagé par des chuchotements, des messages privés et des regards subtils qui portaient un jugement plus acéré que n'importe quel mot. Ces réseaux sociaux sont devenus silencieux. Commentaires désactivés, publications éphémères supprimées. Elle s'était toujours plus souciée des apparences que de la réalité, et maintenant les apparences s'étaient retournées contre elle. J'ai regardé tout cela se dérouler d'une distance qui me semblait nouvelle et étrangement libératrice. Leur décomposition n'était pas chaotique. Elle était systématique. Chaque morceau de leur image protectrice s'écaillait sous la pression de la vérité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Et à travers tout cela, je suis resté immobile, stable, imperturbable face au bruit de leur panique. Le soir venu, ils se sont présentés devant le duplex. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir qui c'était. Les coups frénétiques, les supplications étouffées. Ces tons étaient familiers, mais je ne ressentais plus l'instinct de répondre. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas bougé de mon siège. J'ai simplement laissé leur désespoir résonner sans réponse dans le couloir. Pour la première fois depuis des années, le silence m'appartenait. Il y a un calme étrange qui s'installe dans une maison après que le chaos s'est consumé. Pas du soulagement, pas de la paix, quelque chose entre les deux. Un bourdonnement constant qui ressemble aux séquelles d'une tempête. C'est ce calme qui m'attendait le lendemain matin alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine. Les coups de la nuit précédente avaient cessé à un moment donné, s'évanouissant dans le lointain comme un écho d'une vie que je n'occupais plus. Je n'ai pas vérifié le couloir. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qu'ils voulaient de moi était déjà mort de l'autre côté de cette porte. Au lieu de cela, j'ai traversé le duplex avec un calme que je sentais mériter. L'air était immobile, les murs intacts, le silence libre des attentes de quiconque. C'était le genre de quiétude qui vous fait prendre conscience de votre propre respiration, de votre propre pouls, de votre propre présence. Comme redécouvrir une pièce dans laquelle vous avez vécu pendant des années sans en remarquer la forme. Je me suis déplacé d'un espace à l'autre, laissant le sentiment de clarté s'installer plus profondément. Cet endroit avait absorbé chaque version de moi. La fille qui espérait, la femme qui faisait des compromis, la gardienne qui donnait trop, la propriétaire qui tolérait trop peu, et maintenant enfin la personne debout au centre de tout cela, dépouillée de toute illusion. Ce n'était pas de l'émancipation. C'était quelque chose de plus stable, quelque chose qui n'avait pas besoin d'applaudissements ou de validation. Simplement savoir que la ligne avait été tracée et que je m'étais choisi plutôt qu'eux. Je n'ai vérifié mon téléphone qu'une seule fois ce matin-là, non pas pour répondre, seulement pour assister aux retombées qui continuaient en arrière-plan. Les appels manqués se multipliaient, les messages s'empilaient les uns après les autres, chacun plus frénétique que le précédent. Des murs de textes de personnes qui avaient rejeté ma voix pendant des années, la suppliant soudainement. Je n'ai rien ouvert. Leur désespoir n'était plus un poids que je me sentais obligé de porter. La distance n'était plus une punition. C'était une limite à laquelle ils auraient dû s'attendre bien avant que la vérité ne les trouve enfin. Les documents de la propriétaire étaient déjà préparés, soigneusement empilés sur le comptoir. Leur date de départ n'était plus une question. C'était une étape finale dans un processus qu'ils avaient eux-mêmes mis en mouvement. En observant leur chaos se dérouler de loin, je ne ressentais aucune culpabilité, seulement de la précision. Ils avaient passé des années à traiter ma gentillesse comme une ressource gratuite, quelque chose auquel ils pouvaient accéder sans fin et sans conséquence. Et maintenant, les conséquences étaient arrivées, claires et non négociables. Plus tard dans l'après-midi, je suis sorti pour vérifier les réparations extérieures que j'avais programmées. L'escalier de secours brillait sous le soleil, les boulons métalliques resserrés, la peinture fraîche recouvrant les cicatrices de la nuit qu'ils pensaient que je ne découvrirais jamais. Un entrepreneur avait laissé la zone impeccable, presque comme si rien ne s'était passé. Mais je me souvenais, et la caméra se souvenait.
La vérité n'était pas effacée simplement parce que les dommages étaient réparés. C'était la beauté de la preuve. Elle survit aux excuses. Debout là, j'ai ressenti la plus faible trace de quelque chose qui s'approchait de la satisfaction. Pas le genre explosif que les gens attendent dans les histoires de vengeance, mais le genre ancré qui s'installe dans vos os lorsque la justice s'aligne sur la vérité. Je n'étais pas fier de la souffrance qu'ils affrontaient, mais je n'en étais pas non plus accablé. Les gens comprennent rarement l'impact de leur choix jusqu'à ce que leur monde bascule sous leurs pieds. Étienne et Chloé vivaient ce basculement maintenant. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui perdais pied. Quand le soleil a commencé à décliner, je suis rentré et j'ai jeté un dernier regard au duplex. Les murs semblaient plus calmes. Le sol semblait plus solide. Mes pas semblaient plus lourds de la meilleure des manières. Ancré, enraciné. Sûr. La vengeance ne m'avait pas transformé en quelqu'un de nouveau. Elle m'avait rappelé qui j'étais avant qu'il ne brouille les contours de mes limites. Et en me tournant vers la porte, j'ai senti la vérité finale s'installer avec une clarté surprenante. Le silence les avait protégés pendant des années, mais briser ce silence m'avait enfin protégé. Les gens disent que garder le silence maintient la paix. Ils ne mentionnent jamais la paix de qui est préservée. J'ai appris que parfois, il faut laisser la vérité faire du bruit.